RMC, le grand oral des grandes gueules. Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Journaliste, militante antiraciste. Vous créez beaucoup de débats. Oui. Je les crée pas en fait, je les occasionne, mais c'est vrai que c'est pas volontaire. Alors on va parler de votre actualité, mais on a parlé de vous la dernière fois dans les grandes gueules, c'est quand vous avez été débarqué du Conseil national du numérique, avant même d'y avoir mis les pieds d'ailleurs, puisque c'était pas encore officiel que déjà on avait remis en cause votre nomination. Vous avez compris pourquoi ? Ce que j'ai trouvé malheureux, c'est qu'effectivement ma nomination avait été actée par un décret qui avait été signé par le Premier ministre et sous la pression de quelques personnes qui ont réagi défavorablement à ma présence en raison des positions que j'avais pu défendre sur divers sujets, notamment sur mes vues sur l'antiracisme. Eh bien, une pression s'est exercée et au point que le gouvernement demande à la présidente du Conseil du numérique de proposer une nouvelle liste sans moi, ce qu'elle n'a pas accepté. Elle a présenté sa démission, elle a été suivie par 28 autres membres, dont moi. Quelles sont les leçons de cette histoire ? Les leçons, c'est qu'on est dans un pays où en fait on se demande qui gouverne. Moi, ça m'interroge quand même beaucoup sur la capacité d'une part des personnes à entendre des avis divergents, parce que moi je trouve qu'il est important de défendre la liberté d'expression de chacun. Et moi je me réjouis de pouvoir débattre avec des personnes qui sont en opposition avec mes idées. Et je regrette que tout le monde ne pense pas la même chose. Moi, la seule chose que je demande, c'est d'avoir l'autorisation de m'exprimer, de penser ce que je pense et de pouvoir échanger sereinement avec des gens qui peuvent être en accord ou en désaccord. On vous a reproché par exemple d'avoir dénoncé le racisme d'État. Il n'y a pas de racisme d'État. Alors, plusieurs choses. Selon certains. D'une part, je note quand même qu'avant moi, un Premier ministre, Manuel Valls, avait dénoncé l'apartheid social et territorial, ce qui est quand même autrement plus grave que le racisme d'État, et qu'on n'a jamais remis en question le fait qu'il soit Premier ministre au moment où il prononce ces propos qui accusent très très gravement la République française de manquement. Et puis moi, ce que j'appelle le racisme d'État, c'est le racisme qui est produit par l'État. C'est-à-dire que je considère qu'effectivement, on vit dans un pays où les personnes qui sont perçues comme noires ou arabes ont 20 fois plus de risques lorsqu'elles sont jeunes d'être contrôlées par la police que le reste de la population, et que lorsque l'État français a été condamné par la Cour de cassation pour des contrôles aux faciès racistes, eh bien l'État français a justifié ces contrôles en ne les niant pas. Donc effectivement, je pense qu'il y a des décisions juridiques qui accréditent ma thèse, que je n'ai pas inventée. Le deuxième reproche qu'on fait en ce moment à Rokhaya, c'est de considérer le voile comme un marqueur de féminité. Et finalement, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans un débat sur l'idée que le voile serait surtout un outil politique pour militer pour un islam politique. Alors moi je trouve qu'on fait porter beaucoup de choses aux femmes musulmanes qui ont fait le choix de porter un foulard. Quand je parle de marqueur, en fait, je ne mets pas de valorisation positive ou négative. Pour moi, j'indique simplement qu'entre les hommes musulmans et certaines femmes, il y a une marque qui marque les femmes comme étant des femmes. C'est un marqueur pour moi au même titre que le fait de porter une jupe, comme c'est mon cas aujourd'hui, de porter certains vêtements. On vit dans une société quand même où il y a des magasins pour hommes et des magasins pour femmes. Et les vêtements qu'on choisit en tant qu'homme et en tant que femme marquent simplement un genre. Après, on peut le contester, je l'entends complètement. Mais moi, ce que je tiens à dire vraiment et que je rappelle de manière assez régulière, c'est que je ne suis pas pro-voile, je suis pro-choix. Donc je milite de la même manière pour que les femmes qui sont forcées à être voilées ne le soient pas, mais de la même manière qu'on ne force pas les femmes à se dévoiler si elles souhaitent être voilées. Et Ménel, alors cette chanteuse voilée, est-ce qu'on l'a forcée à quitter The Voice ? Je pense qu'elle a subi de très très lourdes pressions. J'étais extrêmement attristée de voir ce qui lui est arrivé. C'était la première fois qu'elle passait à la télévision. Elle a déclenché une hystérie pour moi qui est vraiment incompréhensible. Je pense que la première des raisons pour laquelle on est allé fouiller son profil, c'est le fait qu'elle porte un foulard. Parce que je suis convaincue que si on regardait tous les profils de toutes les personnes qui ont fait The Voice depuis des années, on trouverait des choses qui nous déplairaient. Je crois qu'on ne demande pas aux chanteurs d'être des représentants politiques absolument, irréprochables. Elle a présenté des excuses. Et je trouve regrettable en fait que le message qui soit envoyé, c'est que finalement, quand on a une apparence comme ça a été la sienne, eh bien, on se doit finalement, on est suspect en permanence et on est toujours soumis. Elle avait tenu des propos qui ont choqué. Qu'elle a regretté. Absolument, moi je trouve ces propos, je ne suis pas d'accord avec elle, mais elle appartient à une génération quand même qui est assez complotiste. Je pense qu'on ne peut pas isoler son propos d'une croyance qui est quand même assez généralisée chez les Français. Il y a énormément de Français qui sont complotistes, et en particulier les 18-24 ans dont elle fait partie. Et je trouve ça dommage en fait qu'on l'ait associée davantage à l'islam qu'aux jeunes de sa génération, auxquels finalement elle ressemble, y compris dans ses erreurs. L'histoire était terminée, elle aurait dû pouvoir continuer à concourir à cette émission de The Voice. Si vous me permettez une analogie,
sociologie, Orelsan a écrit des textes qui sont absolument odieux sur les femmes. Beaucoup de féministes se sont insurgés contre cela. Il a présenté des excuses à l'époque. Il a gagné une victoire de la musique. J'estime que sa victoire de la musique est méritée. Donc vous ne signez pas la pétition qui a été lancée contre ces victoires? Non, et pourtant j'ai été très opposée à ce qu'il a pu dire, que j'ai trouvé vraiment horrible et odieux. Mais maintenant, moi, j'estime que c'est un bon rappeur et qu'il mérite d'être reconnu comme étant un artiste. Et on ne demande pas aux artistes d'être les représentants de la nation française irréprochables. Avant de donner la parole aux grandes gueules, quand même, cette lettre à l'ado que j'ai été, qui n'est pas encore parue, c'est le 14 mars prochain chez Flammarion. C'est 28 lettres, en fait, des auteurs qui écrivent à eux-mêmes et qui se confient, qui racontent ce qu'ils ont été, qui se donnent des conseils à ceux qu'ils ont été. Vous étiez qui, quoi, Rokhaya, ado? C'est une bonne question. Donc j'ai été très heureuse qu'on me propose de contribuer à ce livre avec d'autres, sous la direction donc, de Jack Parker. Mais j'étais une adolescente en fait assez introvertie, qui vivait je vivais d'abord dans le 19e et puis après j'ai vécu à la Courneuve, l'essentiel de mon adolescence. Donc une jeune femme qui n'avait, une très très jeune femme en l'occurrence, qui n'avait pas nécessairement conscience de toutes les questions que j'aborde aujourd'hui. J'ai quand même eu mon éveil féministe à l'adolescence. Comment ? Par un cours de socio. En fait, j'avais pris l'option Sciences Éco, et dans le cours de sociologie, en fait, ma prof, Madame Beau, que je fréquente toujours, nous a dit que sur le marché matrimonial, en fait, les études, donc le fait d'avoir des diplômes pour les femmes, dévalorisait les femmes sur le marché matrimonial. Donc en gros, que plus on était diplômé, moins on avait de chances de se marier. Et franchement, ça m'a révoltée. Ça m'a révoltée à l'époque, et je pense que ça dit beaucoup de choses sur la place qu'on peut donner aux femmes. C'est une femme intelligente, diplômée et cultivée, ça fait peur aux hommes, c'est ça ? Je pense que c'est la déduction qu'on peut en tirer. En tout cas, qu'il y a des enjeux de pouvoir dans le couple. Après, je pense que ce serait intéressant d'étendre la réflexion, dont j'avais pas forcément conscience à l'époque, sur les couples homosexuels, puisque effectivement, il n'y a pas que des couples de femmes et d'hommes. Mais je pense que dans le couple, généralement, la sociologie du couple, ce sont on a avancé quand même en la matière. Bien sûr, évidemment. Mon adolescence, quand même, remonte à un certain temps. C'est gentil de le faire remarquer. Mais effectivement, ça a avancé. Malgré tout, 80% des tâches domestiques sont encore effectuées par les femmes. Donc, il y a encore du chemin. Et puis, il y a cette inégalité aussi salariale qui est toujours là. Tout à fait, qui est toujours très présente. Et puis après, on voit aussi que même dans le monde de la politique, de manière générale, dans les sphères de pouvoir, la prédominance masculine encore est assez marquante. Fatima Edbounoua. Alors, je pense que tu as vu les réactions qu'ont sur Twitter, notamment sur Facebook. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a des personnes, que nous, on a des habitués dans les grandes gueules. Il y a des personnes que j'aime beaucoup, que je respecte, que je suis, dont je lis, dans mes GG de l'ombre, oui, qui vraiment ne t'aiment pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne t'aiment pas pour les mauvaises raisons. Et donc j'ai essayé de comprendre, parce que c'est des gens sensés, qui n'insultent pas habituellement, donc je trouvais ça étrange. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage. Comme les médias, en règle générale, t'appellent pour donner la réplique sur des sujets polémiques, la plupart du temps. Donc tu viens et tu donnes la réplique, l'opposition, tu viens défendre, expliquer. C'était le cas pour les réunions non mixtes, ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'à la fin, on ne te connaît pas, et qu'on ne te connaît surtout pas pour ce que tu fais, les véritables créations, à savoir les BD. Il y a une BD, il y a plusieurs livres, il y a le livre Afro, il y a cette contribution-là, il y a des documentaires, il y a des expositions, et j'ai l'impression que la plupart des gens parlent de toi comme si tu étais seulement la fille qui allait sur les plateaux pour donner exprimer la contradiction. la haine des Blancs. Est-ce que c'est vrai? Dire du mal des Blancs et des hommes. C'est ça. Et voilà, celle qui vient dire du mal des Blancs, en gros. Est-ce que tu en as conscience et comment tu... Non, j'avoue que je suis assez surprise par le décalage qu'il peut y avoir entre la personne que je pense être au quotidien et puis la personne telle qu'elle est perçue et décrite effectivement sur les réseaux sociaux. Je crois que d'une manière générale, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes qui donnent leurs opinions de manière aussi affirmative, et c'est vrai que c'est un rôle qui n'est pas évident à assumer pour une femme, parce que le même degré en fait d'assurance chez une femme va être perçu comme de l'agressivité, alors que chez un homme ça va être perçu comme une grande vertu et comme une forme de fermeté qui est plutôt bienvenue. Ouais, mais donc, dans le contenu, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds, par exemple, sur le racisme anti-blanc? Je pense qu'on comprend pas la même chose. En France, on parle quand même pas énormément de racisme de manière générale. C'est pas un pays en fait qui est très à l'aise avec les questions raciales. Et le fait que moi je les évoque de manière aussi frontale, en fait, je pense que ça c'est vécu comme une agression, parce qu'en fait on a l'habitude
l'habitude de se masquer derrière l'idée d'une forme d'universalité qui est aveugle aux couleurs. Et donc, on n'est pas vraiment à l'aise. Et voilà, et vous connaissez ce qu'on peut vous reprocher, ce qu'on peut croire dans vos propos, c'est que vous militez plutôt pour une société très communautariste à l'américaine, où chacun revendique pour sa communauté, où chacun parle à sa communauté et s'affrontent ensuite ou coexistent des communautés, ce qui n'est pas le modèle français au départ. Mais au contraire, je milite pour l'inclusion. Quand je parle du droit des femmes à disposer de leur corps, c'est le droit de toutes les femmes, quelle que soit leur apparence, à pouvoir exercer toutes les activités qu'elles souhaitent. J'ai écrit un livre qui s'appelle Afro, qui célèbre le cheveu naturel chez les afrodescendants, donc du nord ou de l'Afrique subsaharienne, voilà, du nord de l'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne. Et pour moi, c'est vraiment un droit à l'inclusion. Moi, ce que je revendique quand je revendique le cheveu afro, c'est le droit d'aller chez le même coiffeur que tout le monde et de ne pas justement être cantonné à des coiffeurs communautaires, de pouvoir acheter mon shampoing dans un supermarché comme tous les Français, y compris les Français, les Français qui ne me ressemblent pas. Donc il y a vraiment un malentendu sur ça. C'est vrai que je souligne le fait que je suis noire, c'est une réalité, une réalité qui a des implications. Ça veut dire que par exemple, quand je viens sur un plateau comme celui-là, je viens avec mon propre fond de teint parce que parfois ma couleur n'est pas prévue. Mais c'est pas du communautarisme. Au contraire, c'est que je veux avoir la même vie que tout le monde. Je crois que le décalage, il est là. Parce que par exemple, quand toi, tu vas dire, quand je viens sur le plateau, j'apporte mon propre fond de teint, toi, tu fais un constat et tu le dis pour dire, voilà, on n'était pas prévu au programme, alors qu'on va entendre ça comme une plainte, finalement. Comme si alors que moi, je l'entends pas comme une plainte, j'entends comme un constat. Je crois que le décalage, il est... C'est un constat, et j'ose espérer que dans quelques années, eh bien, on aura une palette, comme la palette qui a été sortie par Rihanna, qui inclut toutes les femmes possibles et imaginables, et les hommes aussi. Étienne Yebig. Moi, je pense au contraire que... Je pense qu'au contraire, les Français, dans un grand ensemble, ont le sentiment que quelque chose va changer dans l'organisation sociale de notre pays, parce que la France reste une espèce de petite île déserte aujourd'hui sur le refus de l'appartenance communautaire, malgré... Voilà, moi j'aime bien le modèle républicain, mais on sent qu'il est mis en difficulté parce que le monde... c'est la mondialisation, qu'on est dans des inspirations de la Chine, des États-Unis, de tous les pays qui nous dominent et qui sont puissants. Et que du coup tu représentes quelque chose qui est déplaisant à voir parce que tu représentes peut-être l'avenir, c'est-à-dire ce qui va nous arriver, tu vois. Et je pense que on est dans un état de se dire non, on ne veut pas de cette société parce que celle dans laquelle on était finalement était chouette, et on veut pas tomber dans cette nouvelle société et je pense que tu incarnes ça, et en ce sens-là tu fais peur, et t'es pas la seule à faire peur dans ce sens-là, tu vois. Je pense. Fait peur à qui? A fait peur à beaucoup de gens sur ce changement. C'est pas aux gens qui a fait peur. Je pense que c'est le changement de société dont on a peur. C'est-à-dire qu'on est encore attaché à une société des années 50, et la société qui va nous arriver maintenant, qui est une société mondialisée à laquelle on ne pourra pas échapper, nous fait peur, et c'est normal. Ok, Diallo. Moi, je pense qu'on peut pas faire l'économie de la réflexion sur l'image et le visage de la France. Alors après, ça passe par des moments qui ne sont pas faciles. Effectivement, il faut nommer les gens. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui en France des Noirs, des personnes d'origine asiatique, des personnes d'origine maghrébine qui font France. Il faut les nommer. Mais l'idée de nommer, c'est une manière de vouloir et de projeter un dépassement de tout ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est obligé de passer par une forme de reconnaissance qui peut être douloureuse pour certains, mais pour aller vers le mieux. On peut pas continuer à fermer les yeux en disant oui, nous sommes tous français, nous sommes tous universels, alors que certains Français se sentent moins français que d'autres et aspirent au contraire à être reconnus comme étant tous les Français. Oui, mais ton discours final, parce que le début de ta démarche, c'était quand même les indivisibles. Oui. Pour dire la nation est une et indivisible. C'est pour ça que c'est pas du tout le truc chacun entre nous. Le fond de son discours, quand elle dit il y a des Noirs, c'est pas pour dire les Noirs restons ensemble. Mais comment c'est perçu? Les Noirs font partie de la France. On s'en fiche de la vraie pensée de Rokhaya. Ce qui compte, c'est la façon dont c'est perçu. Oui, mais les gens qui perçoivent comme ça, c'est pas des imbéciles non plus. Non, Donc quand on leur explique, ils peuvent comprendre. Et je pense pas que tu aies un double discours. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de te poser les questions pour lever. Et notamment, des fois, il y a des dialogues de sourds sur certaines notions où. Eh bien, on continue. Il y a des pas de dialogue de sourds dans les grandes gueules. En toute liberté. Rokhaya Diallo avec les grandes gueules, c'est le grand oral. À tout de suite sur RMC numéro 23. Le grand oral de Rokhaya Diallo avec Étienne Yebig, Fatima Edbounoua, David Dickens. David, tu voulais parler du blackface ?
Oui, en préambule, je voudrais vous dire que j'ai adoré cette lettre. Lettre à l'ado que j'ai été apparaître chez Flammarion le 14 mars prochain. Voilà, elle m'a beaucoup ému parce que je pense que sur bien des aspects, c'est une lettre que j'aurais pu écrire. Je dois dire aussi que j'étais en désaccord souvent avec vous par le passé. J'avais le sentiment que vous nourrissiez une position victimaire qui me mettait mal à l'aise en tant que noir. Il se trouve qu'en lisant cette lettre, je me suis aperçu que effectivement, ça pouvait décrire ma vie et je me suis demandé à quel moment, en tout cas, qu'est-ce qui faisait que, en ayant des parcours similaires, en ayant vécu des expériences similaires, on arrivait à des conclusions différentes. Par exemple, sur le blackface, je ne pouvais pas imaginer à un moment le comportement raciste de la part de Weizmann. Il était pour le Griezmann, il était pour le moins maladroit. Et donc, je trouvais ce procès inutile dans la mesure où l'intention n'y était pas. Donc, ma question, en résumé, c'est, on a des parcours similaires. On vit à peu près les mêmes choses aujourd'hui. On est tous les deux exposés. Cependant, sur bien des aspects relatifs à la négritude, on n'a pas les mêmes solutions et on n'a pas les mêmes sensations de vécu. Sur quoi reposent ces différences selon vous ? Alors déjà, je trouve que c'est une bonne chose de montrer que tous les Noirs ne pensent pas la même chose. Je trouve que c'est assez rare parce qu'on est tellement peu nombreux à être visibles qu'on a l'impression, voilà. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire que quand je prends la parole, je la prends en mon nom propre et je la prends jamais au nom d'une communauté ou d'un groupe. Pour Antoine Griezmann, moi, je pense que la question de l'intention n'est pas la question principale. C'est-à-dire que moi, je me réjouis du fait qu'il ait présenté des excuses, mais pour moi, la question, c'est quel effet on produit sur les gens lorsqu'on endosse un costume qui est connoté historiquement. Et je vais faire une analogie avec le Japon. Au Japon, il y a un signe religieux qui ressemble au croix gammée, qu'on retrouve dans beaucoup de mangas. Et les mangas, pendant très longtemps, étaient circonscrits au Japon, mais il se trouve qu'aujourd'hui, la France est le deuxième pays consommateur de mangas au monde, derrière le Japon. Eh bien, aujourd'hui, les Japonais s'interrogent sur la production de ce signe qui ressemble à une croix gammée, non pas parce que ça les dérange eux, parce que c'est un signe religieux, mais parce que ça offense les Européens, parce que la croix gammée est associée au génocide nazi. Donc, de dire que soit ça ne nous dérange pas de faire un blackface, sachant que ça offense des gens, sachant ça offense vraiment des gens, un blackface, que Antoine Griezmann se grime en noir, ça choque des gens ? On voit les réactions. Moi, je pense qu'on ne peut pas ignorer les réactions parce que c'est associé à une forme de douleur historique. Le blackface a été inventé initialement pour ridiculiser les Noirs. Et ça, parce qu'on dit beaucoup que c'est quelque chose d'américain, mais ça existe en France. Moi, je vous invite à regarder les affiches de Michel Leb lorsqu'il s'est déguisé, il s'est grimé en noir. Ça existe aussi au carnaval de Dunkerque. Le mois prochain, le 10 mars, il y aura une nuit des Noirs, donc qui est organisée par des gens qui se déguisent en noir foncé avec des lèvres rouges et des perruques afro. Et c'est humiliant. C'est en fait. Est-ce qu'on peut pas imaginer ça existe depuis des années ça. Voilà. Et ça vous choque, ça, par exemple ? Ça me choque. Non seulement ça me choque, mais ça choque des personnes, des habitants de Dunkerque qui sont noirs, qui ont alerté les associations. Mais Rokhaya, on vous répond, on peut pas imaginer. Attendez, sur ça, parce que c'est intéressant, parce que c'est une vraie polémique. On vous répond, oui, mais c'est une tradition, c'est bon enfant. Il y en a plein des traditions. Mais il y a plein de traditions qui sont très problématiques. Il n'y a pas très longtemps, on a renoncé à mettre des femmes sur les bords des tours de Formule 1 parce qu'on trouvait que c'était pas forcément un très beau rôle qu'on leur donnait. Il y a plein de traditions qui découlent en fait de pratiques offensantes. Moi, honnêtement, quand je vois des personnes blanches qui se déguisent en noir avec des tissus en raffia, des perruques afro, une couleur, des grosses bouches, je me sens vraiment humiliée en tant que personne noire. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça limite aussi, qu'on puisse être gêné par l'idée que quelqu'un qui veut rendre hommage à un énorme basketteur, parce que là, on est bien d'accord, l'intention était vraiment saine. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que de s'affranchir de la couleur de peau de cet individu, c'est lui rendre un hommage tronqué, justement en n'évoquant pas ce qu'il est, quoi. Non, parce que je pense qu'on est des individus au-delà de nos couleurs de peau. Justement, c'est une manière de montrer qu'on peut se déguiser en quelqu'un sans forcément essayer de rendre compte de sa couleur de peau. Moi, je pense que... Vous croyez qu'on l'aurait reconnu, ce basketteur, si avec Griezmann... Avec le t-shirt Harlem, je pense que... Là, évidemment. Je pense que... Là, c'était un hommage pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est un hommage. J'ai eu la chance, l'intention et la réalité, c'est deux choses différentes. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des gens que vous connaissez probablement, qui sont comme Gordon Parks, Spike Lee, Flo Kennedy, voilà, qui sont des gens qui ont construit l'homme noir que je suis aujourd'hui. Et Flo Kennedy, elle m'a effectivement appris que de ne pas tendre la joue gauche quand on me frappait la joue droite, mais en refusant qu'on me nie ce que je suis. Et si vous voulez, moi, la personne qui m'insulte, ça en dit toujours plus sur elle que ça n'en dit sur moi. David, toujours. David, il y a eu un moment aux États-Unis
il y a assez longtemps, après la guerre en particulier, où il y a eu un mouvement noir très puissant qui a amené toute cette réflexion-là. Ce mouvement-là, il a existé, ce mouvement noir communautaire. Et donc, s'il n'avait pas existé, on ne serait pas arrivé à une autre façon de penser. Les États-Unis sont passés par ce stade très très fort de lutte et de lutte communautaire Bien qui sûr. aujourd'hui n'a peut-être pas de sens chez nous, mais là-bas il a existé de façon très forte et notamment Et moi, je le déplore tu parles qu'on ait- souvent alors des cercles fermés, mais là-bas les cercles fermés de réflexion des Noirs entre eux sur ce qu'ils étaient eux-mêmes par rapport à la communauté blanche étaient extrêmement puissants, réguliers tous les jours pendant des années pour arriver à ces mouvements noirs. Pour arriver à ce que Sidney Poitier ait un Oscar dans les années 60, alors Par exemple, qu'Omar Sy en a un que récemment. aussi obtenir un respect général dans la vie quotidienne. Est-ce qu'on a bougé quand même en termes de représentation? Pendant très longtemps, on a dit, par exemple, nos responsables politiques ne ressemblaient pas à la France du métro. Nos acteurs. Quand on regardait l'Assemblée nationale, c'était avant tout des blancs, plus de 50 ans, très peu de femmes, et alors encore moins de couleurs. Est-ce que ça a bougé, ça? Est-ce que vous trouvez que ça change? Je trouve que ça change, ne serait-ce que Là, la constitution de ce plateau. Je trouve que Oui, c'est mais alors, vraiment. je vais pas Non, mais- on va pas se Non, mais moi je jeter peux des le faire. lauriers. Moi je mais peux le ici- faire parce que je travaille pas ici, Non, donc mais je peux vraiment le faire. Dans les grandes gueules, depuis le début, Bien sûr. depuis le début, on a essayé La chaîne de la de diversité. donner une vision de la France telle qu'elle est vraiment. Mais c'est déjà une évolution. Après, effectivement, il y a de l'évolution qui a été une évolution qui a été vraiment poussée depuis une dizaine d'années au niveau des gouvernements. Je trouve que d'ailleurs le gouvernement actuel régresse par rapport aux deux gouvernements précédents, Mais ce qui est pas les assez. députés. Voilà ça. Au niveau des députés, en revanche, ça a augmenté. Oui, Il y a mais le 39% de femmes. Le gouvernement. C'est clair. Moi, je trouve qu'il est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont non blanches, la ministre des Sports et le secrétaire d'État au digital, qui a été en plus en charge de pousser à mon éviction du Conseil du numérique. Donc c'est assez paradoxal. Ce serait drôle si c'était pas Mounir Majoubi. voilà, Mounir Majoubi et Laura Flessel. Donc au niveau du gouvernement, je trouve que c'est pas terrible. C'est vrai qu'en revanche, au niveau de l'Assemblée, beaucoup de jeunesse, plus de femmes que d'habitude. On n'est pas encore à la parité pleine, et voilà. Et beaucoup de gens en fait d'origine diverse. Les premiers députés d'origine asiatique, c'est quelque chose que je trouve assez remarquable parce que ce sont des Français qui sont vraiment ignorés. Et voilà, on avance. Et évidemment, la télévision, je trouve que voilà, si on prend la télévision d'il y a 15 ans, à l'évidence, elle est très différente. Les Césars vont avoir lieu la semaine prochaine. Les nommés, il y a Lajli, il y a Reda Kateb, il y a Josa Jambé. Quand je pense aux Césars qui ont lieu en 2000, où un acteur, Luc Saint-Éloi, a surgi sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées pour réclamer davantage de représentation au cinéma. On n'est pas au top de la représentation, mais ça qu'il y ait des bouge. films, voilà, ça bouge. Il y a Dans des le bon films sens. comme L'Ascension, Il a déjà tes yeux. Alors il y a aussi qui n'auraient cette pas existé émission avant, quoi. française que vous animez, Beat. Non, c'est BET. BET, pardon, C'est sur BET BET. Buzz. Ouais. BET Buzz. Et c'est le meilleur des deux, Marshall et Pierre. Moi, j'étais très bon en anglais. Bah oui, ça se voit. Je vais vous faire un aveu. Un jour, j'avais 6 de moyenne et je suis passé à 8 et j'ai eu comme appréciation en progrès mais reste nul. Voilà. Ça m'a marqué. Hein. C'est cruel. J'embrasse cette prof d'anglais. Alors, donc, cette émission BET Buzz sur BET Channel, c'est 100% de culture noire américaine. C'est quoi? C'est pour faire passer quel message? C'est tous les samedis à 20h30. Alors BET, c'est une chaîne effectivement afro-américaine qui est née au début des années 80 justement pour pallier le manque de représentation des Noirs à la télévision. Et l'idée, c'est que la chaîne existe en France depuis à peu près 2 ans et demi et j'anime BET Buzz, qui est une émission culturelle que je co-anime avec Raphaël Yem, qui lui n'est pas noir, il est d'origine asiatique et je vous mets au défi de trouver des chaînes qui ont des animateurs d'origine asiatique. Et notre idée, c'est vraiment de promouvoir en fait les personnes de la culture qui sont issues de minorités et qu'on voit pas forcément ailleurs. Et je pense que c'est important qu'une chaîne comme BET a été importante aux États-Unis parce qu'on le rappelle très peu, mais un acteur comme Will Smith a commencé dans une série qui était Le Prince de Bel-Air, qui était une série noire. Et avant de devenir le héros de tout le monde, il a eu besoin d'avoir un espace qui lui a permis en fait d'être l'acteur que l'on connaît et dans lequel aujourd'hui tout le monde se reconnaît. Et voilà. Mais que ce soit toi ou Raphaël Yem, parce que Raphaël Yem, il est d'origine asiatique, mais il est de Caen aussi. Oui. Et à Caen, il avait commencé avec un petit journal qui s'appelle Fumigène. Il a gravi les échelons de cette manière. Il est passé par MTV et maintenant il est sur BET. Le point commun de vous deux, c'est aussi d'être français, mais d'être français d'une façon tellement évidente que même l'interrogation finalement vous crispe. Et c'est ce que tu dis dans ta lettre. Et je trouve que c'est un passage intéressant quand tu dis à la petite Rokhaya à qui tu écris, tu n'as jamais douté du fait que tu étais française. C'est bien plus tard que tu te sentiras étrangère dans le regard de certains et certaines.
Donc c'est sur l'identité, cette évidence de l'identité. Qu'est-ce que tu peux en dire finalement? Bah, ça a été le déclencheur de mon engagement, à vrai dire. C'est vrai que je ne m'étais jamais interrogée sur le fait que j'étais française parce que c'était une évidence dans les quartiers populaires où j'ai grandi, où on a toujours été tous mélangés. Mais plus j'avançais dans mes études, moins il y avait de gens qui me ressemblent. Jusqu'au jour où on a commencé à me demander d'où je venais, mais comme si je venais d'un pays étranger. Et que j'ai vraiment commencé à me justifier et en me disant, mais si on croit que je suis étrangère, c'est parce qu'en fait, les gens comme moi sont pas très nombreux dans les représentations publiques. Et je trouve que c'est dommage parce que voilà, quand on voit Will Smith, quand on voit un film comme Black Panther, on s'interroge pas, hein, c'est normal. Oui, mais alors là, moi je trouve que vous ils sont fantasmez, américains surtout. Rokhaya, vous fantasmez beaucoup sur les États-Unis, qui a effectivement mis pas du tout. qui a mis Barack Obama à la Maison Blanche, mais qui est aujourd'hui dirigé par Donald Trump, qui effectivement permet à des stars américaines, noires américaines, d'être plus connues que des stars blanches. Je pense pas qu'à Will Smith, mais je pense à des animatrices télé comme Oprah Winfrey, etc. Mais en même temps, c'est un pays extrêmement raciste, les États-Unis. Moi, je pense beaucoup plus raciste que le nôtre, parfois, dans ses réactions, parce qu'il y a plus de violence aux États-Unis que chez nous, il y a plus d'armes à feu, etc. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans un fantasme du modèle américain anglo-saxon qui serait le modèle parfait? Déjà, je pense pas que ce soit le modèle parfait. Je pense que c'est un pays qui n'est pas plus raciste que la France, mais plus violent. Donc, le racisme produit des conséquences beaucoup plus violentes et beaucoup plus de morts. De manière générale, aux États-Unis, il y a plus de gens qui meurent par balle, noirs, blancs, latinos, asiatiques, qu'en France. Donc ça, c'est un fait. Je ne fantasme absolument pas les États-Unis pour la bonne raison que j'ai fait un documentaire qui s'appelle « De Paris à Ferguson, coupable d'être noir » et j'ai accompagné des gens qui ont été proches de victimes de violences policières et je n'habite pas aux États-Unis, même si j'y vais régulièrement. Je sais très bien pourquoi, parce que c'est un pays dans lequel je pense que la forme de racisme n'est pas forcément une forme avec laquelle je suis à l'aise. Je pense que les pays sont également racistes, mais que le racisme s'exprime à des endroits différents. La personnalité préférée des Français, si l'on en croit le JDD, c'est qui? Non, mais c'est Omar Sy. Mais justement, je pense que le racisme s'exprime à des endroits différents. Que les Français cohabitent très bien entre personnes de couleurs différentes, mais que les élites françaises rejettent les minorités. Alors qu'aux États-Unis, dans les élites, il y a plus de mélange, mais dans le quotidien, les élites sont plus pas de forcément ségrégation. le reflet de ce que pensent Bien les sûr, Français. mais ça a des conséquences en termes de pouvoir. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une égalité, mais que le racisme n'est pas au même endroit. Mais Ce qui me gêne, si je puis me permettre, quand même, Étienne. je trouve que sur ces questions-là, l'exigence que ça a été très bien décrit aux États-Unis, mais l'exigence que la communauté dominante a sur, par exemple, les Noirs est une exigence aussi que les Noirs jouent un jeu qui corresponde à ce dont ils ont envie. Faire le clown, par exemple, bien chanter, bien danser, bien jouer de la musique, avoir le rythme dans la peau, correspond tout à fait à la qualité. On voit bien que les Noirs qui réussissent sont des Noirs. Être un Noir intellectuel qui pose la question de l'appartenance est beaucoup plus problématique que jouer le jeu du Noir. Ça a été un truc qui a été beaucoup décrit aux États-Unis sur ce jeu-là, l'autonomisme, de respecter l'image qu'on veut bien te donner. Alors moi, ce qui me gêne, c'est les mots d'un sens, c'est lorsqu'on emploie l'expression pays raciste. Qu'on puisse considérer que dans un pays il y a des personnes racistes, c'est une chose. Considérer qu'un pays est raciste, c'est par exemple la Russie. Là, je ne sais pas si vous avez vu le clip de campagne de Poutine où on voit ce soldat noir qui rentre pour montrer que ça ne peut pas exister et que dans l'avenir ça va venir à ça. Il y a aussi une famille qui a un fils manifestement homosexuel parce que quand un homosexuel se fait larguer par son mec, une famille russe classique doit adopter un homosexuel. Ça, on sait on est dans un racisme institutionnalisé. Absolument. Et la seconde chose que je voulais évoquer avec vous, c'est que au sein de ma propre famille, c'est mon expérience personnelle, la raison pour laquelle je me refuse à être héritier d'une histoire qui, selon moi, est la mienne sur certains aspects, mais le blackface ne l'est pas, c'est que ma sœur, par exemple, est mariée à un Allemand. Donc, le petit-neveu est à la fois héritier de l'histoire des Noirs et héritier d'une histoire probablement qu'on peut associer à l'histoire du Reich. Cet enfant-là ne peut pas représenter cet héritage-là. Il peut pas se construire avec cet héritage-là. Et dans ma famille, il n'y a plus de petits enfants noirs. Ce sont tous des enfants métis et plutôt des enfants mulâtres. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, cette question, je ne peux pas me la poser en ces termes parce que c'est nier véritablement la structure même de ma famille. Est-ce que vous comprenez ça et qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors pour les États-Unis, je pense quand même qu'un pays qui s'est fondé sur un génocide et qui a prospéré sur la déportation de millions de personnes qui l'ont vraiment nourri, c'est un pays qui est structurellement raciste. Je pense que vraiment pour les États-Unis, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que voilà, entre les Amérindiens qui ont été décimés et les voilà, la France, c'est ça. pardon. Voilà. Donc après, la France, effectivement, la République a accompagné la colonisation. Elle a accompagné la colonisation. Donc je pense qu'il y a quand même des choses dans l'État français qui sont le produit de l'histoire, mais je pense qu'on n'a pas le temps de développer. Sur ce que vous dites, mais moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, en fait, ce qui m'a engagée, c'est que j'avais l'impression d'être victime du regard que les gens posaient sur moi. Moi, je ne me vis pas du tout quand je me lève le matin, que je me regarde dans le miroir. Je ne suis pas une noire. Je suis une personne avec toutes les complexités, voilà, qu'a l'humanité et avec les questions que je me pose pour la journée qui vient. Mais c'est une interaction dans la journée qui va me rappeler que je suis noire et me pousser à me justifier par rapport à ça. Ça vous pousse véritablement à vous justifier? Quand on me demande d'où tu viens d'où et qu'on ne se satisfait pas de ma réponse et qu'on me pousse finalement à raconter l'histoire de mes grands-parents alors que la personne, je la connais à peine. On vous enferme dans des oui, origines, mais ça, ça sont pas les vôtres. Ça en dit sur la stupidité de votre mais c'est interlocuteur, pas fatigant plus. en fait. C'est-à-dire que le premier c'est marrant, le 10e, voilà. Merci Rokhaya Diallo. Vous avez donc entendu Lettre à l'ado que j'ai été, ça sort le 14 mars prochain chez Flammarion, 28 lettres dont la vôtre. Et puis il y a aussi cette expo mi-mai au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Ce sont des expos autour du livre Afro, donc les photos du livre qui sont exposées donc à Saint-Denis. Merci d'être venu Merci à vous. Rokhaya.